n'importe quel médicament prend en général 15 ans pour être développé. Dans l'espace, on va pouvoir accélérer. On va pouvoir gagner quelques années sur le développement d'un médicament. On est encore dans le domaine de la recherche fondamentale, mais ce qu'il faut bien noter, c'est que ce qu'on va faire là dans l'espace est impossible à faire sur Terre. L'espace vous fascine. Eh bien, ça tombe bien parce que j'ai la chance d'accueillir le PDG de la filiale européenne de Space Pharma, qui s'appelle Paul Camoun, que vous connaissez peut-être. Alors, Space Pharma, c'est une société fondée par des Israéliens qui fabriquent des laboratoires miniaturisés et robotisés et qui va nous permettre d'avoir des avancées, on va dire, en matière de santé absolument extraordinaires. On est ravis de l'accueillir et de parler un peu d'avenir, d'étoiles, de futur. Bonjour Paul Camoun et bienvenue. Ça nous fait du bien de changer un peu de sujet. Bonjour Cathy, merci pour l'invitation. Alors, l'espace, c'est vrai qu'on en entend énormément parler, notamment avec Artemis, et on a l'impression que la Lune est de nouveau à l'ordre du jour. Elle est de nouveau à l'ordre du jour, effectivement. Elle a peut-être toujours été, mais en tout cas, plus concrètement. Elle est toujours dans le jour pour les scientifiques, mais pour les politiques, elle revient à l'ordre du jour. C'est vrai que depuis 50 ans, on n'a pas mis un homme sur la Lune. Mais il y a de nouveau une course à l'espace entre, cette fois-ci, la Chine et les États-Unis. Et donc, qui est un facteur supplémentaire pour motiver les gens. Il y a des objectifs, bien sûr, qui sont scientifiques et technologiques, toujours. Mais il y a un élément politique qui joue. Personne ne veut être absent des objectifs militaires, vous voulez dire de cette place. Alors, il y a des objectifs en particulier de défense, oui, bien sûr. Et puis, il y a des objectifs de conquête spatiale, d'exploration, puisque on considère beaucoup que la Lune est un tremplin pour aller sur Mars après, que ce soit avec des robots ou que ce soit pour ceux qui rêvent encore avec des hommes. Justement, les vols sur Mars, alors on a l'impression que ça fait un petit peu machine arrière, qu'on se rend compte que finalement, ça va être bien plus compliqué que prévu. Eh bien, oui, je crois qu'il y a un décalage entre le rêve et la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, des visionnaires comme Elon Musk sont en train de développer des fusées très ambitieuses qui ont pour vocation à pouvoir amener les hommes sur Mars. Et certainement, ce sont des grandes avancées technologiques. Cependant, quand on analyse vraiment le problème en détail, quand on regarde tout ce que ça implique de pouvoir aller jusqu'à Mars, rester sur place et revenir, on s'aperçoit qu'on a aujourd'hui à peine la technologie pour déposer des hommes sur Mars, mais pas pour les faire revenir. Ça veut dire que tout ce qu'on nous promet, les vols commerciaux, tout ce qu'on a entendu... Non, je crois qu'il faut pas rêver. Déjà, même les vols commerciaux autour de la Terre, on n'y est pas encore. Alors sur Mars après, ça sera la Lune. Et après, avant d'arriver sur Mars... Personne ne peut être prophète. Comme moi, j'aimais à penser qu'on pouvait aller sur Mars, poser un homme avant 2050, mais je crois que c'est très optimiste, ça encore. Ce sera quoi, 2100 ? Je pense plutôt, à moins de révolutions technologiques qui nous font découvrir des technologies qu'on n'avait même pas pensé, ou en tout cas qu'on n'avait pas pensé développer si vite. Je pense que oui, on parle plus de 2100 que de 2050. Alors, pour parler des choses qui se concrétisent et des vols, on va dire, lunaires, qui nous apportent à nous, hommes, sur la Terre, beaucoup de nouveautés et beaucoup, on va dire, de nouveautés sur le plan de la santé, puisque c'est quand même votre spécialité. Comment on en est arrivé là ? Comment l'espace peut avoir une influence sur notre santé ? En tout cas, sur les techniques, les technologies que vous allez découvrir. Alors, les découvertes principales, en fait, ont été faites par rapport à ce domaine-là sur la Station spatiale internationale. La Station spatiale internationale, qui tourne autour de la Terre à 400 km d'altitude, donc c'est relativement bas, comparé à la Lune, qui est à 360 000 km. Donc, on parle d'un domaine qui est très accessible. Depuis une vingtaine d'années, des milliers d'expériences ont été faites sur la Station spatiale internationale, en particulier sur les astronautes. Et là, on a découvert qu'effectivement, la physiologie, même l'expression génétique et énormément de maladies évoluent différemment dans l'espace. Et donc, ça a donné des idées à beaucoup de scientifiques d'essayer de comprendre pourquoi.
Et on s'est aperçu que quand on élimine le paramètre gravité, en fait, quand on se trouve en dehors de la gravité, ce qu'on appelle zéro gravité ou microgravité, à ce moment-là, en fait, la physique, la chimie et la biologie se comportent différemment. De telle sorte qu'on rentre dans un environnement et dans un monde qui ouvre des perspectives très intéressantes et nouvelles. En particulier, si on veut résumer en une phrase, le paramètre gravité est un paramètre qui contraint l'évolution de tous les systèmes. Et nous, on a été fabriqués sur Terre en présence de gravité. Quand on enlève ce paramètre qui contraint la physique, la chimie, la biologie, à ce moment-là, la physique, la chimie et la biologie se développent d'une façon inattendue, on va dire, et qui permet de découvrir un certain nombre de choses qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, en particulier avec notre laboratoire, mais avec quelques autres aux États-Unis et ailleurs qui sont en train de mettre en place ce type de laboratoire pour faire dans l'espace ce qui est impossible à faire sur Terre à cause justement du paramètre gravité. Est-ce que depuis l'arrivée du Covid, vous avez, on va dire, changé ou en tout cas évolué dans vos recherches ? Un petit peu dans le sens où on a compris avec le Covid qu'il y avait besoin d'infrastructures différentes même au niveau du sol. C'est-à-dire qu'en fait, on a compris que les technologies qu'on développe dans l'espace peuvent avoir ce qu'on appelle un spin-off, c'est-à-dire des dérivés au niveau du sol. Je m'explique. Par exemple, de nombreux laboratoires ont dû fermer à l'époque du Covid. Et de nombreux scientifiques ont dû rester chez eux. Et énormément de recherches sur le virus ont dû stopper et être développé que par quelques petites équipes extrêmement protégées. Depuis le Covid, on a proposé que notre laboratoire qui est miniaturisé, qui est à la table d'une boîte à chaussures, puisse être installé en fait dans la plupart des hôpitaux et des laboratoires de recherche, être piloté à distance par des scientifiques qui n'ont même pas besoin de s'approcher du laboratoire et faire toutes les expériences qu'on a besoin de faire, en particulier sur ce qu'on appelle le repositionnement de certains médicaments qui existaient déjà, mais qu'on essaye de repositionner sur un virus pour lequel on n'a pas de solution, ou bien pour faire des tests sur le virus lui-même dans des conditions protégées, puisque quand on envoie nos laboratoires dans l'espace, ils sont ce qu'on appelle biosafe, c'est-à-dire qu'ils sont sécurisés du point de vue biologique, parce que quand on les envoie, par exemple, sur la Station spatiale internationale, il y a des astronautes à bord, et on ne peut pas se permettre qu'il y ait le moindre problème d'étanchéité avec notre laboratoire. Donc, ces technologies-là qu'on a développées pour l'espace, qui doivent fonctionner dans le meilleur des cas, et c'est ce qu'on fait sans besoin d'astronautes, mais qui sont complètement miniaturisées, peuvent être en fait répandues à travers le monde de façon très pratique, pour, en particulier quand il y a des alertes, que ce soit des alertes virales ou que ce soit des alertes pour le prochain grand défi qui va se poser, dont tous les biologistes sont conscients, c'est le problème de la résistance aux antibiotiques, qui va être probablement le prochain problème après le Covid. C'est-à-dire que petit à petit, les bactéries développent des résistances aux antibiotiques, ce qui fait que de nombreux antibiotiques perdent leur efficacité. Et ça veut dire qu'on a besoin de trouver de nouvelles parades. Et pour trouver ces nouvelles parades, il faut... Ça, l'espace va nous aider. L'espace va nous aider énormément. Lors de la dernière conférence Santé à partir de l'espace qui a lieu à Cannes il y a 2 semaines. Conférence internationale, oui. Voilà, internationale, avec la NASA, avec les Indiens, les Coréens. On a justement une session spéciale sur l'espace pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. De la même façon qu'on a eu des sessions, l'espace pour l'oncologie, pour la médecine régénérative, pour la cosmétique, et pour les maladies neurodégénératives. Donc en fait, tous ces domaines-là sont en train de s'ouvrir à la recherche à partir de l'espace, dans des conditions impossibles à reproduire sur Terre. Alors c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Pourquoi on est dans l'espace, enfin, vous l'avez expliqué, avec le fait qu'il n'y ait plus de gravité, mais est-ce que c'est la seule raison qui permet d'avoir, en tout cas d'évoluer, d'avoir de nouvelles technologies, de trouver de nouveaux moyens de nous soigner ? Disons que l'espace est le seul environnement qui est vraiment disruptif par rapport à ce qu'on a connu en technologie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et on continue à développer les recherches de nouvelles thérapeutiques sur Terre. Mais malgré tout, on est dans un environnement qui est toujours le même, avec les mêmes contraintes de gravité, les mêmes contraintes de pression, de température, d'atmosphère. Mais quand on va dans l'espace, on est dans un environnement nouveau, on est dans un monde nouveau, où les possibilités de découverte sont énormes. Et je suis personnellement convaincu que d'ici quelques années, la majorité des prix Nobel de biologie et de médecine vont se faire à partir de recherches faites dans l'espace, parce que
très peu de gens sont capables d'y accéder, d'en profiter, et ce seront les premiers, je dirais, à innover. D'ailleurs, on peut regretter que les entreprises pharmaceutiques n'aient pas encore pris le train parce que les possibilités d'innovation en termes de médicaments sont considérables dans l'espace et très très peu d'entreprises pharmaceutiques ont pris le train. Et je pense que Israël est bien positionné. Israël, il n'y a pas de grandes entreprises pharmaceutiques en Israël. Les grands leaders sont en Suisse, en France, aux États-Unis, en Italie et en Inde. Mais en Israël, on n'a pas de grandes entreprises. Non, mais en termes de start-up En termes de start-up, on a effectivement une entreprise comme Space Pharma qui développe la pharmaceutique dans l'espace est un leader. Et je dirais le leader mondial aujourd'hui. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que quand on est le leader mondial et qu'on est autant en pointe, on a du mal à trouver des investisseurs parfois. Ouais. Mais les retombées vont être considérables à court et plutôt à moyen et long terme, comme tout en pharmaceutique. N'importe quel médicament prend en général 15 ans pour être développé. Dans l'espace, on va pouvoir accélérer. On va pouvoir gagner quelques années sur le développement d'un médicament. Alors, vous avez parlé de la résistance aux antibiotiques. Vous avez parlé aussi d'oncologie. Il y a évidemment toujours énormément de jeunes qui meurent et de personnes qui meurent du cancer. On a des choses qui sont concrètement déjà utilisables ou pas encore ? Disons qu'on a des missions de recherche thérapeutique qui sont en train de se faire. Hier, ne serait-ce que hier après-midi, a été lancé de Floride par SpaceX, notre laboratoire, avec une mission dédiée à l'oncologie, avec le CHU de Grenoble et l'équipe de chirurgie de l'hôpital de Grenoble qui travaille sur le glioblastome et qui essaye de trouver d'ailleurs un vaccin et qui ont des idées pour des recherches thérapeutiques pour résoudre ce problème, qui est un problème majeur en oncologie. On a lancé la mission spatiale hier. Elle doit revenir de l'espace au mois de juin. Et donc, c'est la première étape dans une feuille de route avec cette équipe de Grenoble, qui est parmi les plus avancées, et qui permettra, peut-être avec 2 ou 3 missions supplémentaires spatiales, qui sont maintenant à des prix qui sont très bas. Hein. Une mission spatiale complète de bout en bout, c'est moins de 1 million d'euros, ce qui, par rapport à d'autres critères, est relativement, même par rapport aux recherches faites au sol. Et donc là, sur 2 ou 3 missions, on espère avoir des résultats tangibles. Voilà, c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. On est encore dans le domaine de la recherche fondamentale, mais ce qu'il faut bien noter, c'est que ce qu'on va faire là dans l'espace est impossible à faire sur Terre. Alors, vous avez parlé aussi de cosmétologie. Alors, quand on dit cosmétologie, est-ce qu'on va vieillir plus jolie et plus jeune ? La peau va avoir moins de rides ? C'est dans ce domaine-là, puisque j'imagine que c'est un domaine qui est... la recherche de la jeunesse éternelle, ça parle toujours. C'est ça ou c'est autre chose ? Non, c'est un grand sujet, mais c'est un peu autre chose dans le sens où on travaille aujourd'hui avec des sociétés de cosmétiques. Okay. On travaille en particulier avec L'Oréal. Le vieillissement est accéléré dans l'espace. Donc, il n'est pas ralenti, il est accéléré. Mais le fait qu'il soit accéléré est très intéressant pour la recherche en médecine régénérative et en cosmétique. Parce que ça nous permet, et ça permet à ces entreprises de cosmétiques, celles qui ont pris le train en marche, qu'on peut comprendre et développer beaucoup plus vite un produit. Parce qu'on va embarquer des cellules dans l'espace, on embarque ces produits nouveaux, on remarque comment ils réagissent, et comme le vieillissement est accéléré dans l'espace, beaucoup plus rapidement, ils peuvent mettre sur le marché des produits anti-vieillissement qui sont efficaces. Et donc, c'est un domaine sur lequel on est en train de monter en puissance. Pour l'instant, c'est surtout L'Oréal, parce que c'est quand même le numéro 1 mondial de la cosmétique. Ils étaient présents à Cannes lors de cette grande conférence. Ils étaient sponsors l'année dernière. Ils montent aussi en puissance. On a une mission spatiale qui est en train d'être préparée avec L'Oréal pour l'année prochaine, pour 2027. Donc, c'est une chose qui bouge bien. Bon, c'est fou. Alors, on a parlé de plein de choses. C'est vrai que ça peut être durer très longtemps, parce que vraiment, c'est un domaine, d'abord pour nous, profanes, qui est absolument extraordinaire. Ça fait vraiment rêver. Où en est Artemis ? Parce qu'on a un peu évoqué, mais quelles sont les nouvelles d'Artemis ? On en est où ? On sait que Donald Trump a relancé ce programme-là, le fait d'aller sur la Lune, etc. Est-ce que ça avance bien ? On ne sait pas trop ce qui se passe côté américain, mais de ce qu'on voit, oui, ça avance bien, puisque de toute façon, Artemis, c'est quand même un partenariat international.
dans lequel l'Agence spatiale européenne a fourni la capsule Orion qui contient les astronautes. Donc c'est un problème qui avance bien. C'est un programme à plusieurs étapes. Il y a eu une première étape autour de la Terre qui a bien fonctionné. Une deuxième étape où ils ont fait tourner les gens autour de la Lune. Ils les ont amenés jusqu'à là pour voir si tous les systèmes fonctionnaient bien. Il va y avoir une troisième étape avec déploiement d'un rover. Et puis la quatrième étape, pour de bon, ça va être mettre des hommes sur la Lune, Artemis 4, qui est prévu normalement pour 2028. Soyons raisonnablement optimistes, disons entre 2028 et 2030, ce qui est malgré tout dans pas très très longtemps. Il est possible que les Chinois y arrivent avant, il est possible que non, on verra. C'est un peu le suspense. Ok. Alors, bon, ça, j'imagine que tout ça sont des choses que nous suivons tous avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Est-ce que vous avez, vous, des souhaits, des envies? Alors, je sais que bien sûr, vous dirigez ce laboratoire qui travaille énormément, mais est-ce que vous avez un souhait particulier avec tout ce que vous devez voir au quotidien? Oui, mon souhait particulier est vraiment qu'on arrive à développer de nouvelles thérapies rapidement. Pour soigner les gens. Oui, pour soigner des gens. C'est vraiment notre objectif chez Space Pharma. Et j'ai eu la chance de travailler sur beaucoup de programmes d'astronomie spatiale, d'observation de la Terre, de télécommunications et de tout ce qui se faisait dans l'espace. Mais quand j'ai vu que la technologie était maintenant prête pour faire des innovations thérapeutiques dans l'espace, et que je vois avec tristesse tout ce qui peut se passer avec les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, qui n'ont pas de solution, on se dit, mais on a dans les mains des technologies qui permettent potentiellement de changer ces choses. C'est prouvé vraiment ou c'est encore à l'état d'étude? Non, c'est prouvé. C'est prouvé que dans l'espace, on est capable d'accélérer le développement de nouvelles molécules, de nouveaux produits, qu'on est capable de comprendre mieux l'expression génétique à la fois des cellules humaines et des bactéries pour développer de nouveaux antibiotiques et de nouvelles thérapies géniques. Ça, pour nous, maintenant, c'est une certitude. On a juste besoin de faire plus de missions dans l'espace pour comprendre du mieux possible comment on va pouvoir utiliser ces connaissances pour aider les équipes au sol qui sont bien plus pléthoriques, évidemment. Sur l'ensemble du globe, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de scientifiques qui travaillent sur ces recherches-là. Comment sont les scientifiques, en tout cas le retour des scientifiques qui travaillent sur Terre, qui n'ont jamais été travaillés dans des laboratoires, en tout cas dans l'espace? Quelles sont leurs réactions quand ils ont entre les mains le résultat de vos expériences? C'est intéressant parce que au premier abord, le premier réflexe, c'est pas pour nous. L'espace est exotique, c'est compliqué, c'est cher, c'est pas pour nous. Nous, on travaille déjà sur des expériences. Et puis, quand on s'assoit avec eux et qu'on les invite dans des conférences comme à celle de Cannes, par exemple, et qu'ils réalisent et qu'ils ouvrent les yeux, ils disent, mais pourquoi on l'a pas fait plus tôt? Mais c'est là que résident nos innovations. Mais est-ce qu'ils peuvent corroborer leurs expériences, en tout cas? Bien sûr. Ils le font? Bien sûr, ils peuvent, bien sûr, totalement. Ils peuvent même développer leur propre expérience dans l'espace. Ils peuvent venir avec leur propre protocole, les modifier en fonction de l'environnement qu'on leur propose et petit à petit être embarqués dans notre laboratoire, partir dans l'espace, ramener leurs cellules, voir comment elles ont évolué, voir comment les gènes se sont exprimés, ou de nouvelles molécules, comment elles se sont formées dans l'espace, même des organes artificiels qui peuvent se former de façon beaucoup plus homogène et naturellement en 3 dimensions dans l'espace. Ils sont bien sûr intéressés. Ils découvrent, et notre plus grand travail aujourd'hui n'est plus technologique, c'est un travail d'éducation. C'est un travail d'éducation des communautés scientifiques au potentiel qui est dans nos mains. Ça, c'est le plus gros travail. La science, elle reste beaucoup à faire, mais elle a déjà beaucoup été faite. Donc, on sait exactement maintenant l'impact peut avoir l'absence de gravité. La technologie est prête. Le point de vue économique, on est descendu à des coûts qui sont équivalents aux coûts des expériences au sol. Donc maintenant, le seul vrai showstopper, comme on dit en anglais, ce qui nous bloque, c'est l'éducation de cette communauté. Et donc, des conférences comme celle qu'on a eue à Cannes ont pour objectif principal d'éduquer toutes ces communautés. Ouais. Juste pour finir, parce que nous sommes en pleine guerre depuis bientôt 3 ans. On a des jeunes qui ont payé de leur vie, mais il y a aussi beaucoup de blessés en Israël qui ont perdu des membres. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a aussi de l'espoir? Parce qu'on connaît
la douleur des membres fantômes. On sait combien, parfois, les prothèses, bon, bien qu'il y ait une avancée énorme, que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour aller encore mieux dans ce domaine-là? Le domaine de la médecine régénérative, que ce soit aujourd'hui où on y travaille, surtout au niveau de la peau, au niveau des peaux naturelles, au niveau des peaux artificielles, mais demain au niveau de tous les organes. Je pense que les progrès qui vont être atteints dans l'espace vont permettre d'accélérer beaucoup de traitements et d'innover énormément sur les traitements. Donc, c'est beaucoup d'espoir pour tous. Oui. Quoi. Oui. Mais quel domaine passionnant. On ne s'ennuie pas. J'imagine. En tout cas, vous revenez, vous revenez quand vous voulez. On espère contribuer à trouver de nouvelles thérapeutiques le plus rapidement possible. Mais pour ça, on a besoin d'investisseurs pour accélérer le processus. Bon, j'espère que vous serez entendus. On ne sait jamais où les émissions arrivent. En tout cas, ce sont des challenges magnifiques, vraiment. Batzlacha pour la suite. Bravo pour le travail et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.